Depuis quelques années, un même type de contenu envahit nos feeds. Des gens qui ont tout plaqué pour vivre dans un van, des backpackers qui traversent des pays, certains même qu'on leur avait déconseillé depuis l'enfance, des personnes qui expliquent, face caméra, pourquoi elles n'ont pas voulu entrer dans la vie qu'on leur avait préparée. I used to go to work every day. That was before I discovered unemployment. With unemployment, you get to leave behind the grind of having a job for the small sacrifice of not making a living. Plus, with a lack of career, you might also experience a lack of purpose, which is going to leave you with a ton of free time. And right now, unemployment is skyrocketing, so it has never been more on trend to go jobless. On est censé être la génération avec le plus de liberté, le plus de possibilités, le plus d'opportunités de l'histoire. Et pourtant, ce qui explose, c'est le contenu de la fuite. Ces deux choses sont liées, et pas de la façon qu'on croit. Il y a un chiffre que j'ai trouvé en préparant cette vidéo. 75% des personnes entre 25 et 33 ans déclarent avoir traversé une quarter-life crisis, la crise de la vingtaine. 3 personnes sur 4. C'est pas une niche, c'est la norme. Et attention, c'est pas la même chose que la crise de la quarantaine. La midlife crisis, c'est quand t'as construit ta vie et que tu te retournes pour regarder si c'est vraiment ça que tu voulais faire. La crise de la vingtaine, c'est souvent pire. Avant même d'avoir commencé, tu doutes. C'est une période d'insécurité, de doute, de déception sur sa carrière, ses relations, sa situation financière. On se demande si le chemin qu'on a choisi est le bon, si les gens autour de nous correspondent vraiment. Et ces questions finissent toutes par ébranler quelque chose de plus fondamental. Qui suis-je ? Alors, on peut facilement identifier des coupables, la précarité, les réseaux sociaux, des loyers abusés, tout ça, c'est réel. Mais si le malaise est aussi collectif, aussi généralisé, c'est parce que les causes sont plus profondes que ça. 3 personnes sur 4, et pourtant, chacun vit comme si c'était uniquement son problème. Pour comprendre pourquoi, il faut reculer un peu. En 2000, un chercheur américain, Jeffrey Annett, donne un nom à une période de la vie qui n'en avait pas jusqu'ici. L'Emerging Adulthood, l'âge adulte émergent. Ce no man's land entre 18 et 29 ans. Et si elle avait pas de nom avant, c'est qu'elle n'existait pas. Il y a 50 ans, à 22 ans, t'avais souvent un travail stable, un appartement et parfois une famille qui commençait. Pas parce que t'étais plus courageux, pas parce que t'étais plus mûr, mais parce que la société t'offrait quelque chose qu'on a complètement perdu. Les rites de passage, le service militaire, le mariage jeune, le premier emploi à vie. On a tendance à les voir comme des contraintes, les reliques d'une époque révolue, et ils l'étaient en partie. Beaucoup étaient oppressantes, mais ils avaient une vraie fonction qu'on sous-estime complètement. Ils répondaient à la question « Qui suis-je ?» avant même que t'aies le temps de te la poser. En 1960, t'avais pas à construire ton identité, la société l'avait déjà faite à ta place. T'étais un soldat, un mari, un ouvrier, la question était fermée. C'était pas forcément juste, t'étais pas forcément libre, mais elle était fermée, résolue. Ces rites ont disparu, et rien ne les a remplacés. Les chiffres le disent clairement. En 1960, les femmes se mariaient en moyenne à 22 ans. Et les hommes 26. Aujourd'hui, on se marie pour la première fois presque à 33 ans. On a son premier enfant à 29 ans, contre 25 dans les années 60. C'est pas juste des détails sociologiques, c'est une décennie entière de l'âge adulte qui s'est décalé. Aujourd'hui, tu peux avoir 27 ans, 2 masters et pas savoir qui tu es. C'est pas à cause de la paresse, c'est le couloir qu'on t'avait promis qui n'existe plus. Et si c'était juste ça, juste l'absence de repères, ce serait déjà assez. Mais notre génération a aussi hérité d'autres choses. Une crise sanitaire, vécue à l'âge exact où on construit ses repères, une anxiété climatique et une situation politique qui rendent la projection à 10 ans presque impossible. Ajoute à ça le paradoxe du choix, qui fait que quand tout est accessible, rien ne semble nécessaire, tout devient alors interchangeable. Et en France, c'est encore amplifié, on a l'un des taux de chômage jeunes les plus hauts d'Europe, des études de plus en plus longues et une société qui prône l'autonomie, tout en maintenant une dépendance réelle aux parents jusqu'à 27-28 ans. C'est la conséquence logique d'un monde qui a supprimé la carte sans en donner une nouvelle. La question « Qui suis-je » est ouverte, personne va y répondre à ta place et personne ne t'a dit comment y répondre toi-même. Mais cette question et cette impulsion de fuir quand on n'a pas de réponse, elle n'est pas nouvelle. Qui suis-je et est-ce que ma vie m'appartient vraiment ? La littérature la romantise depuis bien longtemps. Into the Wild, Kerouac, Demian, des époques différentes, des chemins différents, mais toujours le même personnage. Quelqu'un qui fuit ce qu'on lui a préparé pour aller chercher autre chose. Et ils souffrent tous. Mais il y a un roman qui va plus loin que les autres selon moi, qui montre pas seulement la fuite, mais ce qu'on y trouve au bout. Martin Eden, Jack London, 1909. Martin, c'est un jeune marin. Fils de personne ne l'attend nulle part, mais il tombe amoureux d'une femme de la bourgeoisie. Et dans cet amour, il découvre un monde entier qu'il ne connaissait pas. Les livres, la culture, les idées. Et il décide que c'est là la réponse. Que s'il arrive à rentrer dans ce monde, à y être reconnu, il saura enfin qui il est. Alors il travaille.
Il lit tout ce qu'il peut, il écrit des nouvelles, des essais, des poèmes. Il vit dans une pauvreté extrême, parfois il ne mange pas. Et pendant des années, les magazines refusent de le publier. Puis soudainement, tout bascule. Les mêmes textes que les magazines rejetaient, il les accepte. La notoriété arrive, l'argent suit. Le monde bourgeois qui le méprisait l'accepte enfin. Et c'est là que tout s'effondre. Parce que Martin regarde autour de lui et il ne ressent rien. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Et ça n'a pas répondu à la question. La reconnaissance extérieure ne lui a pas dit qui il était, elle lui a juste montré que c'était la mauvaise question. C'est ça le point commun entre Martin Eden et les backpackers d'aujourd'hui. Pas forcément le chemin, mais le mécanisme. L'idée que si je change ma situation extérieure, je vais finir par savoir qui je suis. Si j'entre dans ce monde-là, je vais trouver ma place. Si je quitte ce monde-là, je me trouverai moi-même. Et les réseaux sociaux ont parfaitement capté ça. Ils ont fourni une réponse packagée, vis des expériences fortes, trouve-toi, des situations extrêmes, des émotions intenses, des pays instables, parce que quand les ressentis sont puissants, que tu bouillonnes à l'intérieur, tu te sens vivant. Et quand tu te sens vivant, t'as l'impression, pour un moment, de savoir qui tu es. Ce que ces vidéos montrent, c'est ce moment d'intensité, rarement ce qui vient après. Parce que cette réponse, cette solution a une limite. Face à ce vide, face à cette question qui reste ouverte, sans rite de passage pour y répondre, sans carte pour avancer, partir semble la réponse évidente. C'est concret, ça fait mal aux pieds, ça donne des émotions dans un quotidien qui en manque cruellement. J'ai été là. À un moment, j'ai cherché quelque chose dans la rupture géographique, dans le mouvement physique. Et je comprends exactement d'où ça vient. Je me cherchais, alors j'ai visité des pays, fait du backpacking, fait des voyages en stop sans argent, j'ai même fait un pèlerinage. Enfin, je veux dire, à un moment, marcher 45 km par jour pendant 2 mois, c'est clairement pas un move de quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans la vie. Mais voilà ce que j'ai compris. Et ce que beaucoup comprennent en rentrant. La sensation n'est pas la direction. Une expérience intense, elle te dit que tu es vivant, pas qui tu es. Et donc la question, elle repart avec toi dans l'avion du retour. Et donc l'autre alternative, rentrer dans le moule, suivre le chemin qu'on t'a préparé, le diplôme, le CDI, l'appartement, elle répond pas à la question non plus. Martin Eden l'a prouvé. Ni partir, ni rester. On est coincé. Mais peut-être qu'on regarde le problème du mauvais côté. Je vais pas te donner de liste de choses à faire, parce que le problème il est structurel. Si les repères ont disparu, si la carte n'existe plus, alors la solution ne tient pas dans 10 conseils de développement personnel. Revenons à Martin Eden. Quand tout s'effondre, qu'il a eu de la reconnaissance et que le vide persiste, Martin fait quelque chose de très humain. Il retourne le problème contre lui-même. Il conclut que c'est lui qui a raté quelque chose, que s'il ressent du vide malgré tout ce qu'il a accompli, c'est qu'il a quelque chose de fondamentalement cassé en lui. C'est ça qui le détruit. Pas l'échec, la réussite, et l'impossibilité de comprendre pourquoi elle ne suffit pas. Et c'est exactement ce que fait notre génération avec la crise de la vingtaine. On se sent perdu, et on en conclut que c'est de notre faute, qu'on manque de courage, de discipline, de clarté, que les autres ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais se sentir perdu à 25 ans, ne pas savoir ce qu'on va faire de sa vie, regarder ses réels en se demandant si on devrait faire pareil, c'est pas le symptôme d'un problème personnel. C'est une réponse rationnelle à un monde qui a changé plus vite que les récits qu'on nous a transmis pour le comprendre. Et donc la différence que tu peux avoir avec Martin Eden, c'est de comprendre ça avant de retourner le problème contre toi. La question qui suis-je, c'est pas un problème de fabrication qui t'est personnel. C'est pas le signe que t'es en retard, que t'es moins que les autres, ou que t'aurais dû te trouver plus tôt. C'est le point de départ, pas la fin. Et ça change toute la façon dont on regarde la question. Martin Eden est arrivé trop tôt, dans un monde avec des murs visibles, des ennemis identifiables. Il savait contre quoi se battre, mais il savait pas pourquoi. Aujourd'hui, les murs sont dans notre tête, plus difficiles à nommer, sûrement, mais aussi peut-être plus honnêtes à affronter. Se sentir perdu, c'est pas la fin de quelque chose. C'est une question à apprivoiser, pas un problème à résoudre. Ces gens, dans leur van, sur les routes, ils cherchent la même chose que tout le monde. Ils ont juste trouvé une réponse, peut-être imparfaite, avant même d'avoir pu formuler la question. On est une nouvelle génération qui sait pas vraiment d'où elle vient, qui sait encore moins où elle va, et peut-être que c'est exactement là qu'on doit être.